Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Rien n'y fait. La démission effective de Papandréou en Grèce et celle annoncée de Berlusconi en Italie ne rassure pas les marchés. Loin s'en faut. Les places financières renouent ce soir avec le doute et le pessimisme malgré les promesses de réformes grecques et italiennes. Mais que faudra-t-il pour stopper le cycle infernal de la contagion? C'est le débat du 22h. Et puis l'éclatement de la zone euro, cette idée complètement taboue. Il y a encore quelques semaines, n'est plus un scénario de science-fiction. En tous les cas, pour certains, c'est inéluctable. C'est le cas de notre invitée politique ce soir, la présidente du Front National et candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, dans un instant. Et puis pour se détendre un peu en fin de journal, ce soir une idée de sortie au Grand Palais où se tient à partir de demain le salon Paris Photo. C'est la grande messe de la photographie consacrée en grande partie cette année au continent africain. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un homme sur le départ. Silvio Berlusconi devrait démissionner dès l'adoption par son pays. Des mesures de rigueur promises à l'Union européenne, ce pourrait être dès ce samedi. Mais tout comme dans le cas grec, cette démission ne calme pas les marchés qui semblent repartis de plus belle dans un cycle de défiance. Tous les détails avec Aurélien Romano. À première vue, sa décision est prise. Silvio Berlusconi s'en explique dans une longue interview au quotidien La Stampa. Il dit être fatigué. Ses enfants seront contents de cette décision, affirme-t-il. Il veut se consacrer à son club de football, le Milan AC. Il assure même qu'il ne se présentera pas lors d'éventuelles élections anticipées, mais il aidera son parti à garder le pouvoir. La posture d'un homme sur le départ. Pourtant, rien n'est certain dans cette décision. La rue italienne ne s'y trompe pas. Je ne crois toujours pas que Berlusconi va démissionner. Je pense qu'il va trouver un moyen de rester au pouvoir. Je ne crois pas qu'il va vraiment démissionner. C'est un bandit et les bandits ne démissionnent pas. L'homme a créé la surprise plus d'une fois. Son goût du pouvoir et sa haute estime de lui-même peuvent lui faire changer d'avis. Mais pour ce journaliste italien, le Cavaliere n'est plus totalement maître de son destin. Il s'est déjà contredit 1001 fois, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, mais dans ce cas, je pense que ça ne dépend plus de lui. Il a une marge de manœuvre politique en interne, mais il y a aussi maintenant des pressions intérieures et internationales qui ne lui permettront pas de faire ce qu'il veut. L'Italie est sous surveillance du FMI et de l'Europe. Silvio Berlusconi assure qu'il démissionnera après l'adoption des mesures de rigueur attendues par Bruxelles, ce qui pourrait arriver dès samedi. Deux hypothèses ensuite, la formation d'un gouvernement de large consensus, mais la coalition de Berlusconi y est opposée, ou alors l'Italie entamera un processus d'élection anticipée, mais aucun parti n'est vraiment prêt pour cette échéance. Et ce soir, le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, déclare que l'Italie doit non seulement annoncer des mesures d'austérité, mais aussi les mettre en œuvre. On apprend également à l'instant que Wall Street finit en très très forte baisse avec moins 3% ce soir. Et puis, mis à part cette déclaration de Jean-Claude Juncker qui sonne comme un rappel à l'ordre, il y a très peu de réactions dans la classe politique suite à la démission annoncée de Silvio Berlusconi en France. Peu de responsables regrettent son départ. Paul Bouffard. Faute de majorité, le Cavaliere jette l'éponge. En Italie, on parle de démission au ralenti. En France, personne dans la classe politique ne veut sauver le soldat Berlusconi. Pour la ministre du Budget, cette décision va régler le problème de gouvernance italien. Ainsi, pour Valérie Pécresse, certains chefs d'État prennent enfin leurs responsabilités pour sauver l'euro. Ce qui est important, c'est que le plan de réduction des déficits de Silvio Berlusconi puisse être adopté dans les meilleures conditions. C'est aujourd'hui les plans de redressement qui sont adoptés les uns après les autres et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'euro et pour l'Europe. L'Italie prend son destin en main, plus personne n'avait confiance, selon le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. À gauche, Laurent Fabius pousse un enfin de soulagement, d'autres ne croient pas à son départ. Avec Berlusconi, vous savez, il n'y a jamais de fin. Tout ce qui peut lui permettre de durer aujourd'hui, tout ce qui est prétexte, est bon. Et sous des allures courageuses de dire je veux régler les problèmes avant de partir comme Papandréou, c'est plutôt une façon pour lui de durer encore et d'envisager si la situation ne pouvait pas se retourner, même s'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas.
Grèce, Italie, les gouvernements européens chutent sur la crise de la dette. Pour Philippe Marini, Paris n'a pas à trembler, la France ne sera pas l'Italie. Je ne crois pas que l'on puisse établir une symétrie entre le président du Conseil sortant italien, qui a quand même 75 ans et des particularités que tout le monde connaît, et d'autre part Nicolas Sarkozy. Non, là il faudra trouver autre chose. La pression des marchés déboulonne le régime du Cavaliere. Mais pour l'instant, Silvio Berlusconi reste en fonction jusqu'à l'adoption du nouveau budget qui devrait intervenir samedi. Et dans ce contexte de dette et de rigueur, François Hollande veut se montrer à la hauteur des défis. Le candidat socialiste accusé par la droite de n'être qu'un, je cite, commentateur irresponsable du G20, a sonné la contre-offensive en tirant à boulet rouge sur Nicolas Sarkozy. Il a aussi esquissé aujourd'hui les contours de son programme économique alors qu'il cherche encore son rythme de campagne. Jérôme Rabier et Thomas Raguet. Il avait promis une cure d'abstinence médiatique, mais François Hollande doit repartir au combat. Face à un Nicolas Sarkozy revigoré par le dernier G20, le candidat socialiste ne veut pas paraître attentiste et lâche les coups. La France n'est pas protégée, parce qu'elle n'est pas bien présidée. Finalement, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce sont des mesures votées les premiers mois et progressivement déconstruites tout au long de son mandat. Il a donc réuni autour de lui des économistes proches de la gauche. Objectif, diffuser ses contre-propositions sur la crise. Cette idée très argumentée, organisée, de répondre un peu à sur tous les plans, sur les paradis fiscaux, sur la relance, sur ce qui finalement sort des G20, est quand même très intéressante. Entouré de ses proches, François Hollande a donc dû avancer ses solutions. Réguler la finance en visant les hedge funds et les paradis fiscaux, taxer les transactions financières sans attendre un consensus international. Et enfin, il a de nouveau plaidé pour des eurobonds, le fonds de stabilité financière ne suffisant pas en cas de nouvelle dégradation de la situation européenne. Ces propositions devant contribuer au redressement de la France. Le redressement, il est nécessaire pour les Français, il est aussi nécessaire pour que l'Europe retrouve un sens, il est nécessaire pour que le monde, au lieu de se pencher au chevet d'une Europe malade, soit capable de traiter la question qui devait être celle du G20, celle de sa régulation, régulation commerciale, régulation monétaire, régulation financière. Une intervention de François Hollande quelque peu précipitée par la crise européenne, il ne souhaitait pas dévoiler ses propositions avant le mois de janvier. Mais son statut de candidat officiel du PS l'oblige désormais à occuper le terrain en permanence. Elle est l'invitée politique du 22h de Public Sénat, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Nous allons, si vous le voulez bien, évoquer ensemble 3 domaines. D'abord la crise et la rigueur, notamment en France, et puis les questions de politique intérieure avant de passer à l'international. Mais d'abord, l'Europe. Donc des missions effectives aujourd'hui de Papandréou, des missions à venir de Berlusconi. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles, annonciatrices d'une réorganisation et d'une consolidation de la zone euro? Tout à l'heure, j'entendais un reportage où on disait « il a démissionné ». À l'issue d'un mandat de scandale, alors qu'il avait mis le pays au bord de la faillite. Je me suis dit, chouette, Sarkozy a démissionné. Ah ben non, on parlait de Berlusconi. Bon. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de leçons, en l'occurrence, à donner dans ce domaine. La réalité, c'est que cette crise, comme nous le disons depuis de nombreux mois, est inéluctable. Que compte tenu des choix politiques et économiques qui ont été faits par le passé, mais également ceux qui ont été faits depuis un certain nombre de mois, il n'y a pas d'autre issue que cet effet de domino qui va voir tomber les pays les uns après les autres et qui va entraîner très probablement, dans un temps qui apparaît peut-être même encore plus court que celui que nous avions prévu, l'implosion de la zone euro. Et pourtant, Marine Le Pen, dos au mur, écrasée par la rigueur, les Grecs ont crié leur attachement à la zone euro. Est-ce que les peuples d'Europe ne sont pas plus attachés à l'Europe que vous ne le croyez, que vous voulez le faire croire? Je ne le crois pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas des Allemands, puisqu'il y a plusieurs sondages qui sont intervenus. Je crois qu'ils sont 70%. Ils ne sont pas vraiment encore dos au mur. Je parlais de ceux qui non, mais vraiment... je crois qu'ils sont 70%. Mais évidemment, parce que quand vous êtes dos au mur, comprenez bien que vous espérez qu'une chose, c'est que d'autres viennent vous aider. C'est ceux qui, aujourd'hui, sont sollicités pour venir aider ceux qui sont le plus en difficulté. C'est la solidarité européenne, c'est une bonne chose. Ah bon, c'est une bonne chose? Et pourquoi c'est une bonne chose? D'aider les autres, non? Qui sont ah en oui, difficulté. Aider les autres, oui, ça c'est dans le pays des bisounours, c'est assez sympathique. Si j'en doute pas. Le problème, madame, c'est que moi j'ai 5 millions de chômeurs dans mon pays, j'ai 8 millions de pauvres, j'ai un chômage qui explose, j'ai des personnes âgées qui ne se soignent plus parce qu'elles n'en ont plus les moyens. Et quand on me dit la solidarité c'est bien, oui sûrement, c'est bien, c'est une belle idée, mais la plus belle idée pour moi, pour un dirigeant politique, c'est de faire en sorte que son peuple vive correctement. Or, mon peuple
peuple ne vit pas correctement. Et l'ensemble de l'énergie qui doit être développée doit l'être à protéger mon peuple, à lui apporter de l'emploi, à lui apporter des salaires qui soient décents, à lui permettre de nourrir sa famille. Et encore une fois, ce qui est dramatique dans cette pseudo-solidarité, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas d'aller aider les Grecs, il s'agit d'aller sauver l'euro. Et on ne cesse d'aller sauver l'euro. Et plus on sauve l'euro, et plus ça nous coûte cher. Alors, si on déverse des milliards dont on sait qu'on ne les reverra jamais, et ça ne sert à rien, puisqu'en réalité la Grèce va de plus en plus mal et l'Italie va de plus en plus mal. Marine Le Pen, si vous arrivez aux responsabilités en 2012, vous prévoyez, vous l'avez dit, la sortie de la France de la zone euro. Est-ce que pour cela, parce que vous respectez, vous le dites souvent, le choix du peuple, est-ce que pour cela vous faites un référendum? Non madame, je crois avoir été extrêmement clair, en l'occurrence, auprès du peuple français. J'ai dit que je veux anticiper l'effondrement de l'euro plutôt que de subir l'effondrement de l'euro. Pour ceux qui nous regardent ce soir, on peut leur dire que si vous êtes élus, c'est à vos référendums, c'est-à-dire qu'ils auront accepté la sortie de la France de la zone euro. C'est-à-dire que je ferai ce que vient d'admettre comme étant la meilleure des solutions deux prix Nobel américains et le conseiller financier, le conseiller du Financial Times, c'est-à-dire une sortie concertée et planifiée de l'euro avec les partenaires européens. C'est à cela que je m'attellerai. J'attire votre attention tout de même, j'ai écouté la conférence de presse de M. Hollande. Qu'est-ce que c'est que ce bricolage? Pourquoi? Enfin écoutez, très honnêtement, qui peut penser qu'avec la taxation financière, deux mesurettes, on va pouvoir s'attaquer à la crise que nous vivons? Est-ce que sérieusement ces mesures sont à la hauteur de la crise que nous vivons? Troisièmement, les eurobonds, dont tout le monde aujourd'hui a abandonné l'idée parce qu'elle était vraiment très mauvaise, puisque l'on sait évidemment que les eurobonds auraient été particulièrement mal notés et que par conséquent, ils n'auraient eu aucune utilité. Le PS, vous l'avez vu, révise à la hâte son programme. Le gouvernement aussi, puisqu'il revoit à la baisse sa prévision de croissance. Avec la crise, tout le monde corrige sa copie. Et vous, quel est l'impact sur votre chiffrage, sur votre programme? Vous voyez, c'est ça la différence entre eux et nous. Ah, vous faites fi des chiffres. Moi, je ne fais pas fi des chiffres. Nous avons tout prévu avec nos experts à l'avance. Et d'ailleurs, je prends à témoin vos téléspectateurs. Qu'ils aillent sur le site du Front National. Ils y trouveront notre programme économique. Il a été publié il y a 7 mois. Eh bien, il n'y a, madame, quasiment pas une virgule à changer sur les solutions, sur l'analyse d'abord de la crise et sur les solutions que nous proposons. Alors que depuis 7 mois, on nous balade en nous expliquant, au bout de 14 sommets, soit franco-allemands, soit européens, que ça y est, c'est fini, c'est sauvé. La Grèce est sauvée, l'euro est sauvé. Nous avions prévu... Ma question était précise sur les chiffres. Quelle est votre prévision de croissance? Nous avions prévu précisément, exactement ce qui se passe depuis 7 mois. Ma prévision de croissance, 0. Voilà. Ma prévision de croissance. Donc vous rejoignez la plupart des économistes, c'est finalement pas loin de la prévision de croissance du gouvernement. Ah bah écoutez, il est parti à 1,75. Il a construit un budget à 1,75. Il est pragmatique. Il est à 1. Et pourquoi moi je savais que ce serait 0 et pas lui? Pourquoi est-ce qu'il a fondé un budget sur 1,75 alors qu'il savait pertinemment que jamais on n'atteindrait 1,75? Pourquoi il reste sur 1 alors qu'il y a de très grandes chances pour qu'on soit entre 0 et 0,5? Eh bien, il va falloir à nouveau, encore, changer cela, à nouveau, un nouveau plan d'austérité. Vous pensez avant 2012 qu'il y aura un nouveau plan de rigueur? Je finis par me poser la question de savoir s'ils ne vont pas intervenir tous les 15 jours, ces plans d'austérité. Jusqu'à quand? Et surtout, avec quelle efficacité? Efficacité zéro. Baisse du pouvoir d'achat, destruction du peu de croissance qu'il y a, il n'y en a quasiment plus, contraction de l'économie et donc moins de recettes et donc à nouveau besoin d'un nouveau plan d'austérité. Est-ce qu'on peut parler vraiment de vraie rigueur en France lorsqu'on compare avec les autres pays, quand on sait qu'il y a une diminution des retraites, des aides sociales, des coupes salariales? Oui, madame, c'est une vraie rigueur. Très intéressant ce que vous dites, parce que cette vraie rigueur dont vous parlez, elle va arriver juste après l'élection présidentielle. Et c'est ça que Nicolas Sarkozy cherche à faire. Il cherche à gagner du temps. Il veut passer l'élection présidentielle. Hélas, le temps s'accélère et cette spirale folle que nous avions annoncée est en train de le prendre de vitesse. C'est ça qui est en train de se passer. Tout à l'heure, j'entendais, je crois que c'était M. Marigny, me semble-t-il, qui disait il n'y a absolument aucun rapport entre la France et l'Italie. Il y a exactement une symétrie entre la situation française et italienne. Et c'est si vrai, madame, que lorsque vous regardez, vous vous apercevrez qu'avec un décalage, certes, les taux d'intérêt à long terme de la France et de l'Italie suivent
précisément la même courbe. Sur le plan politique, à présent, Marine Le Pen, vous avez dit encore hier que vous n'étiez pas sûr que Nicolas Sarkozy soit candidat en 2012 si les sondages, vous avez rajouté, continuent à ne pas décoller. Selon la dernière enquête CSA Les Échos, sa cote de confiance gagne 8 points en un mois. C'est l'un des sondages qu'au site, il y en a d'autres. Vous avez encore des doutes sur sa candidature? Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que vous voyez, la cote de popularité de Nicolas Sarkozy, c'est exactement comme la bourse. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a un sommet, hop, ça monte, et puis le lendemain, crac, ça redescend. Voilà. Et ça fait à peu près, encore une fois, 5 ou 6 fois que ça se passe. Donc je ne crois pas du tout que cette cote de popularité va se maintenir à un tel niveau, parce que je pense que les Français vont se rendre compte que les choix qui sont faits par Nicolas Sarkozy sont des choix mauvais, inutiles et injustes. Et donc vous pensez que lui-même n'ira pas? Je pense qu'il est possible qu'il n'y aille pas. Je pense qu'il est possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de fuite de tous les responsables européens là. Monsieur Zapatero a décidé de plus se représenter. Monsieur Papandréou est parti. Monsieur Berlusconi démissionne. J'ai l'impression. Oh non, personne n'est contraint. Non. La preuve, madame, c'est que Monsieur Berlusconi a démissionné. Ça n'a pas empêché les taux d'intérêt de l'Italie à long terme à arriver à 7,44 aux dernières nouvelles. Peut-être ça a encore monté, c'est-à-dire à un niveau insoutenable pour l'Italie. Non, ils ne sont pas contraints. J'ai un peu le sentiment que c'est courage fuyant et que personne n'a envie d'assumer l'addition pourtant du menu qu'ils ont préparé tous ensemble. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez au second tour? Et ce que je crois, c'est que je porte une espérance dans ce débat politique. C'est que les solutions, quand je regarde les solutions de M. Hollande, vous voyez, je suis... Parlez-nous des vôtres. Qu'est-ce qui vous fait croire, vous-même, Marine Le Pen? Je suis pleine d'espoir, parce que moi, j'ai de véritables solutions. Moi, j'ai un plan économique qui est cohérent, qui comporte d'abord, effectivement, des économies sur l'aide médicale d'État, sur ce qu'on paye à l'Union européenne, sur l'immigration, sur la fraude sociale, mais aussi un plan de relance de l'emploi, parce qu'on ne se sortira pas de cette situation si on ne retrouve pas le chemin de l'emploi. Et ça passe par un protectionnisme intelligent aux frontières, pour arrêter la concurrence internationale déloyale qui a poussé nos entreprises à délocaliser et qui a détruit 500 000 emplois industriels dans les 5 dernières années. Ça passe par un plan fiscal de soutien aux PMI, pardon, et alors même que les grands groupes ne versent quasiment quand est-ce que vous allez chiffrer tout cela? Non mais madame, il n'y a aucun problème. Il est chiffré définitivement? Je vais combien écoutez, fait... Ah, vous allez, donc c'est pas fait. Non, écoutez, madame, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, je donne mon projet le 19 novembre, d'accord? Où est le projet du PS? Donc il sera annoncé? Où est le projet de M. Hollande? Il n'y en a pas. Où est le projet de M. Sarkozy? Il n'y en a pas. Alors, on parle même pas de chiffres, là. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de solution. On bricole 2-3 trucs avant une conférence de presse, histoire de dire qu'on existe, alors qu'on était en vacances, mais manifestement, il n'y a pas de chiffrage, il n'y a même pas de projet. Moi, j'ai un projet, il sera chiffré, comme il l'était en 19 novembre, lors d'un grand... Comme il l'était, madame, en 2007. Il était d'ailleurs le seul programme qui était à l'équilibre. Marine Le Pen, pour vous, qu'est-ce qui serait, selon vous, le plus mauvais pour la France? L'élection de François Hollande ou la réélection de Nicolas Sarkozy? Exactement pareil. Bonnet blanc bonnet? Oui, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, M. Hollande a les pires des difficultés pour essayer de montrer une différence avec Nicolas Sarkozy. Parce que taxer, faire une taxe sur les transactions financières, j'ai déjà entendu ça, moi, de la part de M. Sarkozy. Réguler les banques, j'ai déjà entendu ces promesses-là. Ça n'a jamais été fait, mais j'ai déjà entendu, y compris dans la bouche de M. Obama, d'ailleurs. Bon. Par conséquent, on voit bien que sur l'euro, ils ont la même vision. Sur l'Europe, ils ont la même vision. Ils sont tous les deux pour le fédéralisme européen. Ils sont tous les deux pour continuer les plans de renflouement des pays qui tombent les uns après les autres. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ces plans de renflouement, c'est de l'argent qui sort de la poche des Français. On voit bien que sur la vision d'avenir de la voie que doit prendre la France, il y a une similitude totale de trajectoire entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. La dernière partie de cet entretien, Marine Le Pen, est consacrée aux questions internationales. On va écouter la réaction du président iranien Mahmoud Ahmadinejad au lendemain d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le nucléaire militaire iranien. On l'écoute tout de suite. Nous n'avons pas besoin de la bombe atomique. Le peuple iranien est intelligent. Il ne va pas construire 2 bombes face aux 20 000 bombes que vous possédez. Nous n'avons pas besoin de la bombe pour vous affronter. Nous le faisons par la pensée, la logique et la culture.
Marine Le Pen, Israël envisage publiquement, ils l'ont souvent dit, des frappes préventives sur l'Iran. La France préfère passer par la voie diplomatique et les sanctions internationales. Quelle ligne vous favorisez? Oui, je crois qu'il est plus sage, effectivement, de passer par la voie diplomatique en toutes circonstances, de toute façon. Bon, je remarque tout de même, et je ne sais pas s'il faut s'en rassurer, mais que les propos de M. Ahmadinejad sont tout de même moins guerriers que ceux qu'on a pu entendre il y a quelques années, à l'époque où il déclarait, pour d'ailleurs asseoir son pouvoir en Iran, qu'il voulait rayer Israël de la carte. Bon, je pense que la voie diplomatique m'apparaît la meilleure, tant que celle-ci est possible. Bon, et je crains que des attaques, des bombardements ne mettent le feu à ce qui ressemble tout de même à une poudrière. J'essaye de prendre un peu de hauteur sur ces situations internationales et je pense que les révolutions arabes, etc., ont bouleversé cette partie du monde et que quelqu'un essaye de prendre aujourd'hui le leadership sur cette partie du monde. C'est vrai du Qatar avec tout l'argent qu'il peut posséder et ça pourrait être vrai de M. Ahmadinejad en l'occurrence. Donc il faut être prudent, il faut avancer prudemment et ne pas... comment dire, prendre des décisions qui pourraient, encore une fois, entraîner une escalade qui pourrait être terrifiante pour le monde. Alors, lors de votre déplacement aux États-Unis, vous avez fait une brève rencontre avec l'ambassadeur israélien aux Nations Unies. Est-ce que 10 minutes, 20 minutes passées avec lui vont suffire, selon vous, à gommer le détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen ? Non mais, d'abord, madame, j'ai rencontré 20 à 25 minutes l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, qui ne m'a pas parlé de cela. Non, je sais bien, mais vous avez dit que la page était tournée après cette rencontre. J'ai dit que je pense qu'il y a objectivement des signes très clairs, qu'un certain nombre de personnes ont envie de cesser de mettre fin à la caricature qui a été faite du Front National pendant longtemps. Voilà. Et il n'y a pas d'ailleurs que la rencontre avec M. Brozor qui me permet de le dire. Et je crois que c'est utile et que c'est plutôt positif à chaque fois qu'on peut lever des malentendus ou des ambiguïtés, surtout quand elles traînent depuis longtemps, il est utile de le faire. Même à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis, ceux qui ne connaissent pas la femme Marine que vous êtes n'ont pas voulu rencontrer Marine Le Pen. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu vous rencontrer. Qui ? Bon, Madame Le Pen, je ne vais pas vous faire la liste. Vous avez pas eu des rencontres annulées ? Une. Bon, alors je parle de celle-ci. Est-ce que Le Pen, ça reste une marque indélébile ? Non, non, pas du tout, madame. Non, il y a eu... J'ai été confronté à une légère problématique, si vous voulez, c'est qu'un certain nombre de journalistes, plutôt que de se faire le relais de l'information, ou même de commenter l'information, veulent influer sur l'événement. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié les coups de téléphone en disant « vous ne vous rendez pas compte qui vous allez rencontrer », etc. Alors des gens comme Ron Paul leur ont dit « écoutez, je rencontrerai quand même Madame Le Pen », ce qui a été fait. Il m'a d'ailleurs dit qu'il n'avait jamais vu des journalistes aussi agressifs de sa vie, au passage. C'est la faute des journalistes. Monsieur Joe Walsh m'a vu, et nous avons une rencontre extrêmement intéressante. J'ai rencontré un certain nombre d'ambassadeurs avec lesquels j'ai pu longuement discuter et déjeuner. Voilà, bon, c'est ça qui est important, c'est de semer les graines d'un nouveau projet. Et quand tout ce que je suis allé dire aux États-Unis se révélera exact dans le temps, on se dira, mais vous vous souvenez de cette candidate à l'élection présidentielle française qui était venue nous dire que c'est ainsi qu'allait se terminer l'histoire du système monétaire international que nous avons monté. Et ensemble, je pense que nous pourrons construire, avec un certain nombre de personnes sensées, raisonnées, un avenir meilleur pour nos peuples et pour nos pays. Dernière question, Marine Le Pen. La diplomatie française, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, se dit prête au dialogue. D'ailleurs, elle dialogue avec les islamistes d'Égypte, de Tunisie, qui sont installés par des élections, de Libye, qui sont installés de fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut dialoguer avec eux? Écoutez, moi je crois... de votre part, oui, parce que je crois que les situations que vous évoquez sont différentes. La Tunisie a fait un choix démocratique. J'espère qu'elle n'aura pas à le regretter. J'espère que les hommes et les femmes libyennes tunisiennes n'auront pas à regretter le choix qui a été fait. Mais il y a un gouvernement et par conséquent il est tout à fait normal qu'il y ait des relations d'État à État. Que maintenant M. Juppé aille faire la promotion des frères musulmans en Égypte. La promotion, vous dites? Ah oui, la promotion. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il a Parce fait qu'il y a pour les quelques mois, avantager? il est venu nous expliquer qu'en réalité ces gens-là étaient extrêmement bien et qu'il fallait absolument avoir des relations très poussées. Vous me direz, il y a quelque temps, l'UMP avait aussi passé un accord avec le PC chinois. Par conséquent, moi aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Bon. Mais en Libye,
considéré comme démocratique un gouvernement autoproclamé, dont le premier acte a été d'annoncer la mise en place de la charia, ce qui veut dire la négation même de tout processus électoral démocratique, puisque par définition, si la charia est appliquée, des mouvements laïcs ne pourront même pas concourir à cette élection. Et venir à ce moment-là discuter avec ceux, vous me direz que M. Juppé a armé, que M. Juppé a porté au pouvoir et qui, honnêtement, ont presque craché à la figure de la France par cette première déclaration, ça m'apparaît s'humilier au-delà de ce qui est en même temps nécessaire et raisonnable. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Cécile Sixou. Plus de pluralité politique pour représenter les régions, c'est ce qu'a décidé l'ARF, l'Association des régions de France. En plus des 26 présidents de région, quasiment tous de gauche, un nouveau collège de 26 conseillers régionaux est créé. Il représente toutes les sensibilités politiques à la proportionnelle. Un système unique de représentation, selon les mots du président de l'ARF, qui arrive à un moment où le rôle des régions s'accroît. Quand on nous transfère le développement économique, on ne nous transfère aucun moyen humain. L'Association des régions de France tiendra son congrès les 17 et 18 novembre prochains. Cécile Duflot est remontée, pas contre François Hollande, mais Henri Proglio. C'est un scandale et c'est antidémocratique. Ça n'est pas au chef d'industrie de décider de l'avenir d'une politique énergétique. Vous imaginez le président de l'industrie pharmaceutique qui explique ce qu'il faut faire en termes d'hôpital. Les gens hurleraient. Mais avec l'énergie, en France, on est tolérant à ce scandale absolu qui est qu'un président de société industrielle fait la leçon aux politiques et essaye de les mettre sous sa coupe. C'est insupportable. Dans un entretien aux Parisiens, le patron d'EDF dresse un scénario catastrophe de sortie du nucléaire. 1 million d'emplois seraient menacés et la croissance française perdrait entre 0,5 et 1%. Cécile Duflot reprendra les négociations sur le nucléaire et les législatives avec François Hollande demain. On l'attend depuis plusieurs jours, mais il ne vient pas. Le nom du Premier ministre grec n'est toujours pas annoncé ce soir, alors que Georges Papandréou a fait ses adieux à la nation à la télévision. La présidence de la République grecque a annoncé une nouvelle réunion des chefs des partis demain. Une trentaine de modifications qui chamboulent totalement le projet de budget du gouvernement. La commission des finances du Sénat a adopté ce matin les amendements de Nicole Bricq. Ils retoquent notamment les dispositions fiscales de la loi TEPA et taxent les transactions financières automatisées. Objectif, faire des économies. La suite du 22h et c'est l'heure de notre débat. Nous allons revenir sur le sujet d'actualité brûlant, celui de la zone euro, en évoquant plus particulièrement ce soir le rôle des politiques. Ont-ils encore d'ailleurs un vrai rôle lorsque plus rien ne semble calmer les marchés? Georges Papandréou, Silvio Berlusconi ont été contraints à la démission, victimes de la crise, mais que feront de différent leurs successeurs? On en parle avec nos invités ce soir. Alberto Toscano, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et écrivain italien. Vous êtes également l'auteur de ce livre, C'est Gaffeurs qui nous gouverne. Vous allez me dire de qui il s'agit. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir, et Robert Rochefort, bonsoir, bienvenue à vous, député européen Modem. Alberto Toscano, justement, que suscite en Italie la démission annoncée de Silvio Berlusconi? Il y a un moment d'attente, il y a plusieurs perspectives possibles. La plus probable est celle des élections anticipées à court terme, février ou mars. Il y a aussi la perspective d'un gouvernement de large coalition qui pourrait être dirigé par une personnalité technique ou par une personnalité institutionnelle comme le président du Sénat ou le président de la Chambre des députés. Et voilà, Berlusconi a vu sa majorité déjà affaiblie il y a un an, suite à la sortie de... C'est la chronique d'un départ annoncé? Oui, c'est la chronique d'un départ annoncé. Alors, est-ce que comme Papandréou avant lui, ou le portugais Socrates, et bientôt peut-être avec les élections l'Espagnol Zapatero, est-ce que vous diriez, Robert Rochefort, qu'ils sont victimes de la crise de la dette? Oui, incontestablement. Ils sont surtout victimes
de leurs difficultés, leurs grandes difficultés, à avoir, comment dire, derrière eux une opinion, une majorité qui les soutienne. Et vous avez bien vu que dans les différents exemples que vous avez cités, il n'y a pas d'autre issue que de chercher dans ces temps d'ultra-crise, comment dire, je ne sais pas si c'est une union nationale, je ne sais pas si c'est une majorité centrale élargie, mais vous voyez bien que c'est ça la morale de l'histoire. Monsieur Socrates a fait la même chose quand il a fallu adopter la règle d'or en Espagne. Enfin, en Espagne, excusez-moi, Socrates, il est au Portugal. Mais pareil, en Espagne également. Et donc, avec Monsieur Zapatero, vous voyez bien que et c'est ça qui doit servir également de leçon. C'est-à-dire qu'on devrait gagner du temps et essayer de construire l'Union nationale avant d'arriver au bord du gouffre. Enfin, en tout cas, ça vaut également pour la France. Et comme nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, l'idée que c'est juste un camp qui peut imposer sa loi face à l'autre camp, ça ne marche pas. Et deuxièmement, malheureusement, on voit bien, vous posez la question tout à l'heure de savoir si les politiques avaient encore du pouvoir. Moi, je crois qu'ils ont du pouvoir. Je crois qu'il faut qu'ils retrouvent du pouvoir. Mais en tout cas, c'est un certain nombre de mesures qui sont des mesures d'ajustement, de plans difficiles dans leur pays. On voit bien que malgré tout, les décisions à prendre, je dirais, vont dans un sens qui est assez cohérent et assez commun. Et c'est pour cela qu'effectivement, ça ne peut pas se faire un camp contre l'autre. Jean-Luc Gombault, j'avais posé tout à l'heure la question à Marine Le Pen de savoir si finalement tous ces changements n'allaient pas provoquer, j'allais dire, un renouveau, une consolidation de la zone euro, peut-être un électrochoc. Alors s'il y a une consolidation, ça serait un peu surprenant, parce que pour l'instant, elle est vraiment malade. Donc je ne peux pas présager la manière dont tout ça va se conclure, mais on ne voit pas de consolidation. On voit des projets pour la consolider, notamment améliorer la gouvernance, le fédéralisme, enfin il y a plein de choses qui sont sur la table. Mais puisque nous parlons de l'influence des politiques sur la situation économique, il faut bien se rendre compte que la grande fragilité des politiques, c'est qu'ils sont à la tête d'États mendiants. C'est-à-dire qu'ils sont demandeurs de confiance. Ils ne peuvent pas offrir, ils peuvent offrir une politique de redressement, mais tant que celle-ci n'est pas mise en œuvre, ce sont des États mendiants. L'Italie devra l'année prochaine trouver sur les marchés des capitaux 300 milliards d'euros. Elle a toujours fait. Elle a toujours fait. L'Italie a toujours trouvé à refinancer sa dette. Les États-Unis sont beaucoup plus endettés que nous. Sinon, on est des mendiants. Obama est un super mendiant. Et ne parlons pas des Japonais. Malheureusement, aujourd'hui, la dette italienne est très très chère. C'est ça la nouveauté. Et oui, le problème, taux d'intérêt, 7%, c'est un problème de confiance. On peut refinancer la dette si on a de la confiance sur le marché. Berlusconi n'avait pas de confiance. Est-ce que la confiance peut peut-être regagner par Monsieur Mario Monti, ex-commissaire européen? Est-ce qu'il peut être à la hauteur des défis? Parce qu'on dit qu'il est au-dessus des partis. Peut-être qu'il aura une majorité assez large. Voilà. Beaucoup de monde parle de Mario Monti. Mario Monti connaît l'Europe. Il a été vice-président de la Commission européenne pendant 2 législatures. Ceci dit, Mario Monti n'est pas un politique et il aurait du mal à trouver une majorité. Dans un parlement démocratique, il faut quand même avoir une majorité. Oui, je voulais dire qu'il y a les solutions qui se cherchent dans les pays. Mais Jean-Luc Gombault a raison, ça n'est pas suffisant. La chose complémentaire qu'il faut réaliser, évidemment, c'est une solution européenne. Cette solution européenne, pour y aller rapidement, elle tient à deux idées. Premièrement, il faut que la Banque centrale européenne joue le rôle de prêteur en dernier ressort et puisse être capable de dire à un moment donné, par exemple, si il y a toujours des attaques sur la dette souveraine italienne, malgré l'adoption du plan de rigueur